Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi 22 novembre. Le juge Van Ruymbeck bloqué à la porte de la DGSE. François Fillon refuse aux magistrats enquêtant sur l'affaire de Karachi une perquisition au siège du contre-espionnage français. Invité du 19h, Philippe Broussard de l'Express qui présente les grandes affaires de la Ve République. Faudra-t-il que l'Europe vole au secours du Portugal après l'Irlande? Lisbonne ne parvient pas à réduire sa dette colossale, mais assure, comme Dublin il y a quelques jours, ne pas avoir besoin d'aide. Deux frères de 40 et 43 ans abattus à Mossoul, une nouvelle attaque contre la communauté chrétienne en Irak, qualifiée de cible légitime par Al-Qaïda après le massacre à la cathédrale de Bagdad, la persécution des chrétiens dans les pays arabes. Ce sera le dossier de cette édition avec nos trois invités qui nous rejoindront dans un instant. Le montant précis de l'aide financière à l'Irlande ne sera connu qu'à la fin du mois. Elle devrait atteindre 90 milliards d'euros. En contrepartie, l'Irlande va devoir multiplier les douloureuses mesures d'économie budgétaire, les hausses d'impôts, etc. Son gouvernement, ce soir, est menacé d'implosion. Mais déjà, de nouvelles inquiétudes se font jour pour un autre pays dont les besoins financiers seraient supérieurs. Il s'agit du Portugal, dont le Premier ministre refuse aujourd'hui tout parallèle avec l'Irlande. Aurélien Romano. À peine négocié le plan de soutien à Dublin, le Premier ministre portugais, dont le pays connaît aussi une situation budgétaire très difficile, a été obligé de monter au créneau cet après-midi. Il a affirmé que son pays n'a aucun problème avec son système financier et n'a besoin d'aucune aide. Une précision qui, par son seul énoncé, peut attirer le doute sur un pays obligé d'emprunter sur les marchés à des taux records de 6-7%, le double de ceux consentis à la France. Le financement de la dette est donc de plus en plus difficile. Ça va continuer, comme aujourd'hui il y a une croissance qui est insuffisante, que ce soit évidemment en Grèce, en Irlande, mais suit dans la liste maintenant le Portugal, l'Espagne, pourquoi pas l'Italie et pourquoi pas in fine la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le gros problème que nous avons, c'est que, à part l'Allemagne et les Pays-Bas, la quasi-totalité des pays de la zone euro n'ont pas assez de croissance économique simplement pour payer les intérêts de la dette. Une position alarmiste que ne partage pas la Commission européenne. Elle précise que l'Europe a maintenant les moyens d'intervenir rapidement et sans improvisation depuis la crise grecque. Les cas sont différents. Il s'agit de la bulle immobilière en Espagne, il s'agit aussi d'une dépression très particulière au Portugal. Je crois que rien n'est hors de portée de la zone euro en termes de solidarité pour ces deux pays. Rien n'est donc hors de portée pour la zone euro. Le message se veut rassurant, même si des politiques de coordination budgétaire entre les États seront à l'avenir nécessaires. C'est le sort de la monnaie unique qui en dépend. Et pour 7 Français sur 10, le gros de la crise est à venir. Un sondage Ipsos réalisé pour le ministère de l'économie, dont la titulaire Christine Lagarde répète que la France sort de la crise. Le dispositif des ERS, ces établissements de réinsertion scolaire, a été bousculé récemment par une série d'incidents, malgré les dérapages de certains élèves à Cran, dans la Mayenne, ou encore Port-Bail, dans la Manche. Le dispositif coûteux va demeurer, mais Luc Châtel annonce quelques aménagements. Bérangère Dinglas. Des gendarmes à la retraite et des entraîneurs sportifs pour mieux encadrer les jeunes en difficulté. Luc Châtel veut miser sur l'expérience. Il promet de renforcer un encadrement qui s'est révélé parfois insuffisant. Pour ce qui est de la méthode, en plus du sport, le ministre de l'Éducation veut croire aux travaux d'intérêt généraux. Le sport peut permettre l'apprentissage de la règle, l'apprentissage des règles sociales qui est indispensable à ces élèves. Nous allons également multiplier les travaux d'intérêt général pour qu'ils comprennent mieux la sanction, donc la règle. 11 établissements de réinsertion scolaire existent aujourd'hui en France. À chaque fois, une vingtaine de jeunes âgés de 13 à 16 ans renvoyés de plusieurs établissements y sont accueillis en internat. Une scolarisation à tout prix qui coûterait plus de 15 000 € par jeune contre 8 000 € pour un collégien. Un dispositif qui ne convainc pas les syndicats d'enseignants. L'objectif et la construction de ce qui est fait pour les ERS, c'est de les enfermer dans un ghetto sans communication avec les autres. Je veux dire que cette logique-là, elle est intrinsèquement mauvaise. C'est ça qui est le péché originel des ERS dans la conception qu'en a fait Luc Châtel. Pour autant, après les incidents des premières semaines, la principale adjointe du collège de Tende, qui possède un ERS, relativise.
Certains peuvent réagir plus violemment que d'autres, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'on a des bagarres tous les jours ou quoi. Non, on a du 2 depuis le début de l'année et ce n'est pas des bagarres graves. Je veux dire, on est sur de l'ordre de la guerre des boutons. Hein. Depuis la rentrée, plus d'une dizaine d'élèves de RS ont été renvoyés chez eux. Luc Châtel a expliqué qu'ils seraient réintégrés dans d'autres structures. Double discours de politique générale de François Fillon cette semaine. D'abord devant l'Assemblée nationale, donc ce sera mercredi, mais également jeudi devant le Sénat, dans un format ramassé de son discours, précise Matignon, une initiative destinée à se rapprocher des sénateurs UMP qui s'estiment insuffisamment pris en compte par l'exécutif, mais une démarche qui ne garantit pas à François Fillon la consécration qu'il devrait recevoir à l'Assemblée nationale. Nicolas Sarkozy s'exprimera, lui, demain devant les maires de France réunis en congrès. L'an dernier, il avait fait faux bond pour laisser son Premier ministre affronter la colère des élus sur les réformes. Comment le chef de l'État sera-t-il accueilli pour son retour à la porte de Versailles? Élément de réponse avec Élise Ecardi. L'année dernière, on assistait à un incroyable retournement de situation. François Fillon commençait son discours sous les huées pour le finir avec les applaudissements du public. Cette année, le congrès de l'Association des maires de France s'ouvre après le vote de la loi sur la réforme des collectivités et qui prévoit la création de conseillers territoriaux, la grande inquiétude dénoncée par les élus. Alors, pour éviter une nouvelle bronca, le président de l'AMF minimise les conséquences négatives de cette loi. On a acquis des avancées intéressantes par rapport au texte initial. Et aujourd'hui, le texte est à peu près équilibré. Par contre, sur la réforme fiscale, il y a encore des choses à faire en termes de péréquation, en termes de révision des valeurs locatives. Je pense qu'il essaye de détourner l'attention et le congrès des maires de France qui s'ouvre va être un congrès encore de mécontentement et encore de désespérance des élus locaux qui ne voient pas en réalité une perspective à moyen terme de stabilité dans leurs relations avec le gouvernement tel qu'il est. Cette année, Nicolas Sarkozy a décidé de ne pas reproduire l'erreur de l'année dernière et de venir lui-même parler à ses élus locaux demain, avec l'objectif très ambitieux d'apaiser les divisions sur un texte clé, et alors que s'ouvre une séquence électorale importante avec les cantonales et les sénatoriales. Audrey Pulvar, suspendue de rendez-vous d'information sur e-télévision pour cause de relation avec Arnaud Montebourg. La chaîne d'info a fait part de cette décision éthique, précise-t-elle, au lendemain de l'annonce par le député PS de Saône-et-Loire de sa candidature aux primaires. Audrey Pulvar reste en revanche à l'antenne de France Inter le matin. Alors que le PS réclame que toute la vérité soit faite sur l'attentat de Karachi de 2002, l'État la doit aux familles. Les juges relancent leur action. Malgré les assurances données sur l'accès aux documents, le juge Van Brumbeck ne pourra perquisitionner les locaux de la DGSE. À Paris, un refus notifié par François Fillon. Mais ce n'est pas le seul obstacle qui se lève sur le chemin du magistrat dans son enquête pour corruption et abus de biens sociaux. Margot Aubrio. Dans l'affaire Karachi, l'enquête sur d'éventuelles rétrocommissions pourrait tout bonnement s'arrêter. Une épée de Damoclès est suspendue au-dessus du juge Van Ruymbeck. Début octobre, le procureur de la République Jean-Claude Marin a fait appel de l'enquête, s'appuyant sur la prescription des faits, un recours qui menace d'annulation l'ensemble de l'investigation du juge Van Ruymbeck. La cour d'appel devra trancher le litige. En attendant la décision, le juge Van Ruymbeck continue son enquête. Il accélère et multiplie les auditions de témoins. Après celle de Charles Millon et Gérard-Philippe Ménaillas, ancien dirigeant de la DCN, le juge devrait entendre cette semaine Dominique de Villepin. Et les familles des victimes souhaitent faire auditionner Alain Juppé, Premier ministre en 1995. Une enquête qui ne va pourtant pas sans encombre. Le 9 novembre, Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, refusait de transmettre les délibérations sur les comptes de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. Invité du 19h, Philippe Broussard, notre confrère de l'Express. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez les grandes affaires de la Ve République avec, on le voit sur la couverture, la photo de tous les chefs de l'État. Vous nous direz si Nicolas Sarkozy est là comme victime de l'affaire Clearstream ou comme, je ne sais pas, coupable présumé dans quelle affaire? On est dans l'attente du procès en appel. Il y a aussi l'Angola Gate pour revenir à des affaires plus récentes. On s'est arrêté là. On n'aborde pas ni l'affaire Bettencourt, ni l'affaire Karachi qui s'est développée ces derniers jours. En tous les cas, l'Express mettra cette semaine à la une le juge Van Ruymbeck, car vous considérez que le fait que ce magistrat qui se porte aujourd'hui au premier plan dans cette affaire de Karachi donne à l'affaire une autre tournure. Il change la donne.
Il change la donne très clairement. Cette affaire, depuis le début, était menée, enfin depuis quelques années, était menée par le juge antiterroriste Marc Trévidic, qui s'est heurté à un moment, si vous voulez, à la dimension financière des contrats d'armement très complexes, et il avait besoin d'un renfort en quelque sorte. Et pour lui, l'aide de M. Van Ruynbeck est évidemment la bienvenue. Alors, comme le disait très bien votre journaliste dans le sujet, c'est une question un peu de temps. C'est pour cela que le juge essaie d'aller assez vite et d'avancer. Parce qu'il pourrait être bloqué dans son enquête. Il pourrait être bloqué. En quelque sorte, il avance un peu au pas de charge pour accumuler les éléments dans le volet financier de cette affaire complexe. Une chose est sûre, il y a une forte inimitié entre Nicolas Sarkozy et le juge Van Ruynbeck. Oui, ça, bien sûr, ça peut ressortir à l'occasion, mais vous savez, je pense que le juge est avant tout un professionnel qui a eu l'occasion aussi de travailler sur le camp adverse, si j'ose dire, puisqu'il fut une époque où il a travaillé sur l'affaire Elf notamment, qui concernait en partie certaines personnalités socialistes, dont Roland Dumas. Donc là, je pense que cet aspect politique, ou disons plus personnel, ne ressortira pas forcément. Alors, une grande prudence s'impose quand même dans l'interprétation, évidemment, des faits qui se sont déroulés il y a quelques années maintenant, notamment sur le lien je pense que c'est entre vraiment les rétrocommissions et puis l'attentat. Voilà, c'est vraiment le plus important. Je pense qu'il faut se garder de toute conclusion hâtive concernant un lien entre ces deux événements qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont aucun lien. En tous les cas, toutes les affaires de la Ve République n'ont pas entraîné la mort d'homme, Philippe Broussard, mais dans le livre quand même, il y a bien sûr le suicide de Pierre Bérégovoy, celui de Robert Boulin. Oui, celui de Robert Boulin. Il y a également l'assassinat du prince de Breuil. Il y a, pour remonter encore plus loin, l'affaire Ben Barka. Enfin, on s'aperçoit, si vous voulez, quand on plonge dans les archives de l'Express, un peu comme je l'ai fait, parce que c'est dans ce trésor mémoriel que nous sommes allés chercher ces articles, on s'aperçoit que notre époque n'a rien inventé, que ce soit nous, journalistes, eux, les politiques, si j'ose dire. À chaque époque, ses affaires, ses manières d'aborder les questions de la politique notamment, avec un point commun, l'argent. Oui, l'argent. Pour le financement politique, avec souvent une part d'enrichissement personnel. Ça arrive aussi, c'est arrivé aussi. Oui. En tous les cas, et une constante, peut-être le pouvoir assure que la justice est là pour établir la vérité. On entend ce discours qui revient aujourd'hui. Est-il crédible ? Il est crédible maintenant, il faut qu'il passe aux actes. On a tout de suite eu aujourd'hui, avec cette affaire de la perquisition à la DGSE, une preuve montrant qu'il y a quand même des limites à la liberté d'exercice des magistrats. Et quelque part, j'allais dire que politiquement, c'est bien vu de la part du juge Van Ruynbeck, parce que d'entrée, il montre qu'il a des limites, des obstacles, disons, à sa quête de la vérité. Maintenant, il va falloir que politiquement, les dirigeants de ce pays s'en expliquent. Très bien. Le journalisme d'investigation que vous citez, bien sûr que vous mettez en avant dans cet ouvrage, puisque vous avez puisé aux bonnes sources, celle de votre hebdomadaire, l'Express, qui vous emploie, a été porté par Jacques de Rogy, c'était le pionnier. Il y a bien sûr toujours Jean-Marie Ponto, très présent également dans l'ouvrage. Est-ce que l'investigation a encore aujourd'hui le vent en poupe, alors qu'on découvre des cambriolages de ci, de là, et puis des consultations de fadettes, les fameux relevés téléphoniques de deux journalistes. Tout le monde se méfie. C'est une constante ou il y a quand même une part de nouveauté ? Non, il n'y a pas de part de nouveauté. Vous savez, dans les années 70, nos confrères du Canard enchaîné avaient fait l'objet d'une tentative d'espionnage. Par la suite, il y a eu aussi, j'ai longtemps travaillé au Monde, non pas de l'espionnage, mais parfois des tentatives d'intimidation. Il n'y a rien de nouveau alors là ? Il n'y a pas vraiment de nouveau, si ce n'est que les médias ont tellement évolué ces dernières années, notamment avec Internet et surtout la rapidité de diffusion des informations, que la machine s'emballe un peu parfois, et effectivement ça a changé la donne, mais encore une fois, il y avait des journalistes il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et il y en aura encore demain, je l'espère. Et dans l'affaire de Karachi, est-ce que la vérité sera un jour connue selon vous ? Toute la vérité. Très honnêtement, concernant le volet terroriste, l'affaire en elle-même, vu qu'elle se passe au Pakistan, et qu'elle implique a priori des réseaux terroristes et peut-être en sous-main, si j'ose dire, des services pakistanais qui ont toujours un rôle un peu trouble, je crains qu'on ne sache jamais la vérité concernant l'attentat. Maintenant, le volet plus financier concernant d'éventuelles rétrocommissions liées à des contrats d'armement, que ce soit au Pakistan ou en Arabie Saoudite, je pense qu'on peut savoir la vérité si, précisément, on laisse le juge Van Ruynbeck travailler. Alors, on l'a dit d'emblée, tous les présidents de la Ve République figurent sur votre livre, les grandes enquêtes de la Ve République. Selon vos critères, Philippe Broussard, quel est celui que vous mettez en haut comme, je ne sais pas, celui qui a été le plus exposé ? Incontestablement Mitterrand, c'est le plus passionnant. Très franchement, parce qu'on a toute la gamme des affaires.
vous avez des affaires politico-financières au sens strict, vous avez des affaires très, très personnelles avec la vie privée de François Mitterrand, vous avez les écoutes, pour le coup, des écoutes de journalistes aussi. Donc là c'est Mitterrand en tête, sans contestation possible. Sans rival. Très bien. Merci Philippe Broussard. Donc les grandes affaires de la Ve République, et c'est publié bien sûr par l'Express. La suite du 19h, le sort des chrétiens d'Orient. L'Irak est le pays le plus touché par les drames vécus par les chrétiens après l'assaut donné en pleine messe dans la cathédrale de Bagdad. Une quarantaine de fidèles, je vous le rappelle, avaient trouvé la mort. Al-Qaïda avait dénoncé les chrétiens comme des cibles légitimes. Une série d'attentats à la bombe et aux tirs de mortier ont suivi contre des maisons appartenant à des chrétiens à Bagdad. C'était il y a quelques jours. Et aujourd'hui, 2 ouvriers chrétiens ont été abattus sur leur lieu de travail, un garage de Mossoul, dans le nord de l'Irak. Les menaces visant les chrétiens s'étendent dans d'autres pays arabes. Outre l'Irak, il y a l'Égypte, le Liban, il y a également en Palestine. Et ces photos sont extraites du reportage publié la semaine dernière par Paris Match, la supplique des chrétiens d'Orient en danger de mort. Donc nos invités, Karen Isère, bonsoir. Vous êtes allé dans ces pays que j'énumérais pour Paris Match, vous publiez ce reportage. Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'Avis, qui a lancé la semaine dernière un appel urgent à Nicolas Sarkozy. Ce soir, bien sûr, l'Union européenne condamne ces 2 nouveaux morts en Irak, à Mossoul. Et Pierre-Henri, directeur de France Terre d'Asile, qui assiste les 57 blessés de Bagdad qui ont été accueillis par la France et qui peut-être se posent la question, peut-être ne se la-t-il pose pas. Est-ce qu'ils doivent retourner dans leur pays? Mais ils se la posent. Ils se la posent, bien évidemment. C'est jamais facile de quitter son pays. Et aujourd'hui, ce soir, sur les 57 personnes que nous avons reçues, 55 souhaitent demander l'asile à notre pays. Et vous les assistez. Karen Isère, vous êtes allée notamment à Mossoul, où a eu lieu aujourd'hui ce nouvel assassinat, donc 2 frères dans la quarantaine. C'est une ville, vous le racontez? Nous ne sommes pas allés à Mossoul. À proximité. Juste à côté. Juste à côté. Mais Mossoul. vous avez quand même Mossoul est un coupe-gorge. Oui, c'est un coupe-gorge. Et vous témoignez justement de cette chasse aux chrétiens qui est ouverte à Mossoul, mais également tout autour. Tout autour, oui. C'est-à-dire que tous les villages autour de Mossoul, qui sont des petits villages pour beaucoup d'entre eux, se sont armés avec l'autorisation de la police locale qui est complètement débordée. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se protéger, donc ils mettent des gardes armés tout autour du village. C'est également le cas au centre-ville de Karakosh, qui est une petite bourgade non loin de Mossoul, à une vingtaine de kilomètres. Et ces tout petits villages qui n'ont vraiment pas de quoi vivre accueillent des réfugiés venus de tout l'Irak. C'est-à-dire qu'on y vient de Mossoul, mais on se réfugie... Beaucoup de Bagdad. De Bagdad. Les gens viennent de Bagdad jusque-là et bon, ils resteront pas parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Ils sont en sécurité, mais... La route se poursuit vers l'Occident. Qui sont leurs ennemis et pourquoi prennent-ils ces chrétiens pour cible? La question est complexe. Elle est liée à la montée de l'islamisme dans tout le Moyen-Orient, plus particulièrement en Irak. D'après les témoignages que nous avons recueillis, la situation s'est dégradée à l'arrivée des Américains. Les chrétiens payent... En fait, depuis la chute de Saddam, ça a libéré quoi, une haine. Alors une haine contre l'Occident, mais contre les chrétiens qui étaient déjà là dans la société? Tout à fait. C'est-à-dire que les chrétiens sont perçus à tort, évidemment, comme des sortes d'alliés des envahisseurs qui sont surnommés par les islamistes les croisés, donc ils sont perçus comme envahissants au nom de la religion. Du coup, les chrétiens qui, eux, vivent là depuis le 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire qu'ils étaient là avant l'islam, sont perçus comme des éléments étrangers ou du moins des éléments qu'il faut persécuter. Alors Jean-Pierre Denis, la présence effectivement des chrétiens est très ancienne dans ces pays, pas seulement en Irak, dans les autres pays arabes aujourd'hui. Vous savez, christianisme, contrairement à ce qu'on croit ces jours-ci, c'est pas seulement le pape et la capote. C'est 1,2 milliard de catholiques dans le monde. Et c'est aussi la religion, il faut bien le dire, la plus persécutée. Alors on n'aime pas dire ça, parce que ça peut faire communautariste, et puis ça fait pas bien dans l'Europe où on a toujours
ce complexe, cette culpabilité, mais de fait, aujourd'hui, il y a Par exemple, aujourd'hui, je vous disais, la réaction de l'Union européenne, Jean-Pierre Denis, qui condamne bien sûr cette action. Oui, attendez, j'allais vous dire qu'elle condamne bien évidemment ces deux meurtres de deux frères chrétiens à Mossoul, mais dans le même communiqué, on dénonce également les assauts contre les lieux de culte musulmans. Voilà, et bien ça, par contre, c'est du politiquement correct. Ah bon, c'est du politiquement correct. Mais oui, parce que quand il y a des chrétiens qui sont massacrés, il faut absolument trouver des musulmans qui le sont aussi. Comme ça passe. Non, c'est vrai, il y a aussi une guerre interethnique terrible du côté musulman. Non, mais c'est absolument vrai. Mais ça n'empêche pas de dire qu'aujourd'hui, il y a une urgence pour les chrétiens d'Irak. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une communauté qui représentait une part importante de la population, qui aujourd'hui est partie massivement et qu'ils sont sur le point de disparaître ou quasiment de disparaître. Donc il y a vraiment une urgence pour eux. C'est pour eux qu'il faut intervenir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que c'est réaliste de vouloir, vous allez dire, les protéger? Parce qu'ils se protègent eux-mêmes. On le voit du côté de Mossoul très difficilement. Il reste de dire un mot. Non, enfin, ils se protègent effectivement. Ils sont armés. Alors, ils se sont armés, sauf que les régions où ils sont armés, c'est des régions où ils ne peuvent pas survivre. Et justement, tous les gens que nous avons rencontrés absolument partout nous ont dit « Pourquoi ne nous aidez-vous pas ?» Nos ennemis sont soutenus par des dictatures, sont soutenus par l'Iran, sont soutenus par l'Arabie Saoudite, etc. Pourquoi les Occidentaux n'aident pas les chrétiens? C'est ce que vous demandez, Jean-Pierre Denis. Quand vous appelez, vous lancez cet appel avec des signatures au bas de cet appel publié par la ville la semaine dernière. Quand vous appelez une action urgente des Occidentaux en vous adressant à Nicolas Sarkozy, est-ce que vous espérez une action militaire? Non, évidemment pas. Évidemment pas. C'est la protection moi, je crois dans un christianisme désarmé, évidemment, et je crois qu'il faut désarmer les religions, c'est absolument évident. Alors vous allez dire pourquoi Juliette Binoche, Robert Badinter signent un appel. Ce qui est intéressant, ce qu'on a voulu faire, c'est que d'abord ce ne soit pas un appel des chrétiens pour sauver les chrétiens. Ce qu'on veut sauver, ce sont d'abord des valeurs universelles. C'est-à-dire, est-ce que on le sent bien quand on regarde les signatures. Donc il y a aussi bien des musulmans, on a pris soin d'en avoir, évidemment, ils ont signé très volontiers. Mohamed Moussaoui, notamment le président du CFCM, a signé. Voilà. Robert Badinter au nom des valeurs universelles. Et donc, ce n'est pas un appel communautariste. C'est pour dire on a besoin d'un monde dans lequel la coexistence des ethnies, la coexistence des peuples, la coexistence des religions est absolument vitale. C'est un bien de l'humanité et c'est ça qu'on veut sauver quand on veut sauver les chrétiens d'Irak. Et la deuxième chose... Comment on s'y prend? La deuxième chose, je vais raisonner par l'absurde. Ne faisons rien parce qu'une pétition, ça ne change rien. Pendant ce temps-là, évidemment, on continue à les massacrer. Moi, je pense qu'il est très important que le président de la République, surtout aujourd'hui où la France, à travers le G20, qui n'est pas une instance politique et une instance plutôt économique, mais à travers le G20, à travers l'Union européenne, que la France, l'Europe, les pays occidentaux entraînent les pays musulmans pour dire stop, il ne faut pas massacrer les chrétiens, nous avons besoin de cette diversité culturelle, c'est vital pour la planète. Voilà. Et alors, évidemment, demain matin, ça ne va pas sauver d'un coup les chrétiens d'Irak, simplement s'ils sont tous massacrés, je crois qu'on aura quand même des bonnes raisons d'avoir mauvaise conscience parce qu'on n'aura rien fait. Alors, Pierre-Henri, donc ces chrétiens d'Irak, vous en côtoyez tous les jours 57, hein? Oui, mais... c'est le nombre de ceux que la France a accueillis. Donc, ils ont tous été blessés dans ce massacre de la cathédrale de Bagdad. On a vu les images publiées par Image la semaine dernière, absolument affreuses. C'était donc le 31 octobre dernier. Ils savent que le retour au pays serait pour eux synonyme de mort. Oui, ils le savent, mais je crois qu'il y a deux débats. Il y a à la fois la situation en Irak qui est une situation extrêmement compliquée. Je rappelle que ce pays de 25 millions d'habitants a plus de 2 millions de personnes qui sont déplacées, plus de 2 millions de réfugiés hors de leurs frontières, qui se trouvent d'abord en Syrie et en Jordanie, et que finalement l'Europe accueille très peu de monde, 18 000 personnes l'année dernière. Quelle est l'attitude des autorités françaises? L'attitude des autorités françaises... Sur leur cas précis, là. Alors, vous êtes plutôt optimiste? Mais ça dépend. Il y a une opération. Non, il faut distinguer les choses. Il y avait la nécessité de lancer cette opération humanitaire, bien évidemment. Mais dans le même temps, nous disons aussi au gouvernement français et à l'Europe qu'on ne peut pas ignorer les différentes personnes qui franchissent les frontières par leurs propres moyens, qui arrivent ici très difficilement et qui se heurtent très souvent à un accueil très aléatoire. Ce que nous disons, c'est qu'en réalité, l'accueil qui a été réservé aux chrétiens d'Irak doit servir de modèle pour accueillir les autres aussi qui viennent ici et qui se heurtent à de grandes difficultés et je le répète à un accueil